vidéo sur YouTube. Donc, en gros, on avait un CV qui était là, qui était fait en HTML. Je suppose que tu as suivi le tutoriel sur HTML. Voilà. Donc, c'est un peu la structure de base qui est là. Et ensuite, avec le CSS, on essaie de faire une mise en forme. Une mise en forme, c'est-à-dire de rendre un peu plus joli notre CV, tout simplement. Du coup, comment rendre plus beau notre CV? Donc, on avait dit que pour utiliser le CSS, il y avait plusieurs manières. Vous pouvez utiliser la balise style, par exemple, et définir notre CSS ici. C'est-à-dire, par exemple, si on voulait sélectionner une balise pour lui attribuer un style particulier, vous pouvez juste appeler la balise comme ça, le nom de la balise, rajouter des accolades et puis mettre des propriétés. On va voir les propriétés tout à l'heure, étant donné que la partie, pour l'instant, rappelle des propriétés. Et ensuite, ces propriétés-là ont des valeurs. Voilà. Et on peut rajouter autant de propriétés qu'on veut, selon le style qu'on va appliquer à notre balise. Voilà. On a vu aussi, si jamais on voulait, par exemple, ajouter un style sur une balise particulière, on lui rajoutait une idée. L'idée est vraiment unique, c'est pour une balise particulière. Du coup, on lui rajoutait une idée, on lui donnait un nom. Et pour la sélection dans le CSS, il fallait juste rajouter un dièse et mettre le nom de l'idée en question. Par exemple, ici, on a ID title, on pourrait ajouter un title comme ça. Voilà, accolade. Et puis, par exemple, lui donner une couleur. Donc, on utilise la propriété color. Et là, on lui rajoute une couleur. Ça peut être du bleu, donc blue en anglais. Donc, comme on le disait la dernière fois, les couleurs en CSS peuvent être en anglais, soit les noms en anglais directement. Ça peut être aussi de l'hexadécimal, c'est-à-dire comme ça. Ou bien ça peut être du RGB. RGBA, par exemple. Le RGBA aussi prend plusieurs propriétés. La quantité de rouge, la quantité de vert, la quantité de noir et l'opacité. OK. Ensuite, on a aussi vu que souvent, on voulait appliquer le même style à plusieurs balises. Donc, avec l'idée, ce n'est pas possible parce que l'idée cible qu'une balise unique. Et si nous, on va appliquer plusieurs styles à plusieurs balises, on est obligé d'utiliser la propriété classe sur nos différents attributs, nos différentes balises. Pardon. Donc, on utilise l'attribut classe. Et pour définir les classes en CSS, c'est un point, ensuite le nom de la classe. Par exemple, là, on a une classe second title. Donc, on peut mettre second title. Et là aussi, rajouter du style comme on veut. Par exemple, on peut augmenter la taille de notre élément. Par exemple, font size. Pour augmenter la taille, c'est font size. Et puis, on lui donne une taille particulière. Étant donné que généralement, nos écrans sont en pixels, on va définir les tailles en pixels. Et il y a d'autres moyens de définir les tailles. Il y a l'EM, il y a plusieurs. Donc, il y a le pourcentage aussi. Donc, chacun fait un peu à sa sauce. Mais moi, je préfère utiliser les pixels, étant donné que les écrans sont en pixels généralement. Donc, font size, on peut le définir par exemple en 30 pixels. Voilà. Tranquillement, les pixels, c'est px. Je te parlais tantôt de EM, c'est EM. Et si c'était en pourcentage, c'est pourcentage, comme on le connaît. Voilà. Donc, on pouvait définir notre style directement dans la balise style, comme ça, dans le head de notre HTML. Ou on pouvait aussi définir les styles directement sur la balise en définissant une propriété style. Et là, on pouvait toujours ajouter notre font size, comme ça. Et puis, donner 30 pixels. Voilà. Donc, c'était les deux manières qu'on avait vues. Mais on avait dit que ces deux manières-là ne sont pas appropriées. Voilà. Et qu'il y avait une manière un peu plus propre, un peu plus simple de définir les styles. C'est de définir les styles dans un fichier externe. Du coup, on avait créé un dossier CSS où on mettait nos fichiers pour les styles. On a même créé un fichier style.css. Et pour appeler le fichier style, on utilisait la balise link. Rel, c'est pour définir le type de fichier qui est là. Donc, c'est bien sûr
un fichier style. Ensuite, on définissait le chemin vers lequel il doit aller chercher le style. Bon, au niveau des chemins, comme tu le sais, on a notre index à la racine. Du coup, on ne remonte pas d'un cran, on rentre juste dans le dossier CSS et ensuite on a notre style.css. Et si on veut voir le contenu de notre style.css, voilà. C'est tout ce que je te disais tout à l'heure. On a repéré tout ce qui a, ce qui a l'idée title. On lui a donné un font size, un texte en ligne, c'est l'alignement. On lui a donné une couleur rouge. On lui a donné des couleurs de bordure. Ensuite, on a défini tout ce qui était des second titles. On leur a donné un font size, une couleur. On a ciblé ici notre balise IMG. On lui a donné une largeur, une hauteur, une bordure. Et on a défini le style de la bordure. Ici, c'est solide. On aurait pu dire, par exemple, clotted. Ça, c'est pour dire c'est des pointillés. Les tirets, si tu veux. Et dash, là, c'est des pointillés. Voilà. Donc, on lui a dit, OK, la taille des... Ici, solide, c'est plus des traits. C'est un trait, carrément. Donc, on lui a dit, OK, la taille du trait, c'est de 5 pixels. Et il faut qu'il ait une couleur rouge. Ensuite, le border radius, c'est l'arrondissement des bordures. On lui a dit du 50 pixels. Et le box shadow, c'est pareil que le text shadow, mais là, c'est pour tout ce qui est de type box, si tu veux, comme tout ce qui est de type cadre, comme les divs, les images, etc. Donc, là, on lui a défini un peu la taille, les différents, le positionnement, et puis ensuite la couleur. Ensuite, on a défini tous les H4 de notre fichier HTML. On leur a donné une couleur bleue, et puis une décoration. La décoration du texte, c'est-à-dire, on définit si c'est souligné ou pas. Ici, on a mis underline, ça veut dire que ça doit être souligné. Si ce n'est pas underline, on mettait none. C'est-à-dire si on ne veut pas de soulignement. Donc, généralement, quand tu vas créer, par exemple, des liens dans ce document HTML, tu vas remarquer que les liens sont généralement soulignés. Et pour enlever ce soulignement en CSS, c'est tout simple. Tu fais un text decoration none. Bon, là, nous, on a voulu que ce soit souligné du coup. On a laissé. Ensuite, on a donné une idée à notre balise qui avait l'idée email. Je reviens ici pour que tu puisses voir. C'est ça. Voilà. On a mis email, on a décidé de souligner email, de le mettre en bleu. Et en gras, pardon. Donc, pour mettre du gras, c'est font weight bold. Voilà. Donc, en gros, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était plus au niveau du CSS. Comment appeler un CSS, comment donner une taille à nos textes, comment les aligner au centre, les justifier ou bien les mettre à gauche, à droite, comment donner une couleur à nos textes, comment mettre des ombres, voilà, pour les textes. Ensuite, on a fait pareil aussi pour tout ce qui est de type image, une taille, une hauteur, une largeur, une hauteur, des bordures, l'arrondissement des bordures, puis aussi l'ombre des bordures. Voilà. Donc, en gros, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est qu'on va plus voir, on va voir les différents types d'aliments, CSS. Donc, je vais ouvrir le document ici pour qu'on puisse voir un peu le résultat directement. Donc, voilà ce qu'on a eu à faire. Notre texte, on a les ombres derrière, on a notre image avec la bordure arrondie et puis la bordure bien épaisse. Je vais essayer de changer quelque chose pour que tu puisses voir. Par exemple, au niveau de la bordure, au lieu de solide, on va mettre une tâche. Voilà, si j'enregistre et que j'actualise, tu vois que la bordure a changé. Voilà, c'était des petits trucs comme ça qu'on avait essayé de faire la dernière fois. Donc, aujourd'hui, ce qui serait intéressant de faire, ce qui serait intéressant de parler plutôt, c'est des différents positionnements. Comment positionner une div dans notre page qui est là, par exemple, et ensuite, on va parler des media queries. Voilà. On va tout de suite attaquer directement
le positionnement. D'accord. Donc, c'est quoi positionner un élément HTML dans une page? OK. Généralement, on a des blocs, on a des différents blocs. On va reprendre notre document HTML. Comme tu peux le constater ici, on a le header, qui est déjà un bloc, la première section, qui est un autre bloc, ensuite une autre section qui regroupe nos expériences professionnelles, nos compétences et notre formation. Et aussi nos loisirs en footer, qui est aussi un autre bloc. On souhaite par exemple les déplacer sur notre page. Sur notre page ici, on aimerait bien les déplacer. Donc, pour cela, par exemple, on va vouloir par exemple déplacer notre image ici. Voilà. Donc, par exemple, notre image, on a déjà sélectionné la balise IMG ici. On a déjà rajouté un premier texte. Ensuite, si par exemple, on veut... Déjà, il faut dire que le positionnement de l'image ici est déjà... c'est déjà un positionnement. C'est vrai, en CSS, on dit que une div ou bien un élément n'est pas positionné parce qu'il a déjà une position initiale. Cette position initiale est définie en CSS par ça. Position, déjà la propriété position. Ensuite, la valeur, c'est statique. Voilà, donc tous les éléments qui sont ici, que ce soit le header qui est ici, l'image, notre section et notre footer, tout ça est en position statique par défaut. Donc, le premier type de positionnement qu'on va voir, ce n'est pas le statique parce que ça, c'est la position par défaut, c'est la position relative. La position relative, si tu veux, c'est le même positionnement par défaut que statique. C'est-à-dire, si j'actualise, tu vas voir qu'il n'y a rien qui se fait. Voilà, notre élément est toujours à la même position, mais seulement avec l'aide d'autres attributs, d'autres propriétés, on pourra déplacer notre image là où on veut. Donc, ces propriétés-là, quelles sont? Par exemple, c'est la propriété top. On pourra, par exemple, lui dire que on veut que notre image soit en top, on va dire par exemple 30 pixels. Voilà. Si on actualise, tu vois que notre élément s'est déplacé par rapport au sommet pour aller 30 pixels en bas. C'est-à-dire, il laisse 30 pixels en haut et il descend. On va lui dire par exemple, on peut le déplacer en top par rapport au sommet, par exemple, top c'est le sommet ou bien le dessus, ou par rapport à le bas, par rapport aux éléments d'en bas. On peut lui dire par exemple, là je vais mettre une grosse valeur pour que tu puisses sentir vraiment le déplacement, 150. Tu vois? Donc, en fonction de là où on veut placer notre élément, on peut le déplacer, que ce soit par le haut ou par le bas. On peut aussi le déplacer par rapport à la gauche. Là, on va dire par exemple left. Et on va mettre 200 pixels. Tu vois que par rapport à la gauche, il s'est déplacé. Et on va par exemple aussi le déplacer par rapport à la droite. Là, on utilise la propriété right. Si j'actualise, tu vois qu'il va rentrer par rapport à la droite. Donc, voilà un peu comment déplacer un élément avec la position relative. Et quand tu es en position relative, si tu remarques bien, il se déplace toujours seul. Si tu veux, il reste dans le flux de la page et il ne sort pas du cadre de la page. Et son positionnement est toujours vis-à-vis des autres, en fonction de la valeur que tu donnes, que ce soit top, bottom, left et right. Ensuite, on va parler d'une autre position, la position absolue. Quand un élément est en position absolue, on dit qu'il sort du flux de la page. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire, par exemple, là, quand je le mets en position absolue, tu le vois, il sort du flux de la page, c'est-à-dire il est au-dessus de tous les éléments qui sont dans le flux de la page. Du coup comment je vais dire, l'élément, il sort du flux de la page, du coup, il est au-dessus
des autres éléments. Et là, par exemple, on peut toujours le déplacer avec les mêmes propriétés, que ce soit top, par exemple à 200, right à 100, on va dire par exemple 30. Et tu vois, il sort carrément du flux de la page et il se déplace en fonction de comment on l'a défini. Et tu vois que lorsqu'il se positionne en absolu, les autres éléments viennent prendre sa place automatiquement parce qu'il n'est pas dans le flux de la page. Voilà. Voilà un peu la différence entre relatif et absolu. Et en fonction de ce que tu veux obtenir comme design, tu peux le déplacer top, right, left et bottom. OK. Ensuite, on va parler de aussi une autre position aussi qui est très intéressante, la position fixe. Voilà. Quand un élément en position fixe, il fait pareil que le absolu, il sort du cadre de la page. Mais la seule différence, c'est que celui qui est en position fixe, il ne bouge pas du tout. Tu pourras le déplacer, mais il ne bouge pas en fonction des éléments sur lesquels il est au-dessus. Souvent, on va sur des sites et on voit qu'il y a une barre qui ne se déplace jamais. Par exemple, est-ce que je peux vous montrer mon Facebook? Quand tu vas sur Facebook, il y a une barre à droite, à gauche, bon, qui ne se déplace jamais. Cette barre-là est en position fixe. Voilà. Donc, pareil pour la position relative, la position statique, elle a aussi les mêmes propriétés, top et consort. Top, right, left et bottom. Voilà. Donc, en résumé, en fonction du design que tu veux obtenir, tu essayes de définir le positionnement de ton élément, que ce soit une image, que ce soit une div, que ce soit même des sections ou bien un footer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller checker, à faire des tests, vous-même essayer de déplacer des éléments. Et puis, on en parle sur le Discord. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais parler aussi d'un autre élément assez important. On allait appeler ça les mages, les différents types de mages. Qu'est-ce que c'est que les mages? Pour mieux définir les mages, on va utiliser nos différentes sections. On va leur donner une classe, par exemple. Une classe qu'on va appeler sobrement section. Voilà. Okay. Donc, pour illustrer un peu, on va donner un peu de style à notre section. Voilà, les classes point section. On va leur donner une bordure pour voir un peu de quoi on border. On va mettre du solide 2 pixels et en noir, comme black. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme tu peux le voir, chacune de nos sections a une bordure. OK. Donc, la première propriété dont on va parler pour ce qui est des marges, c'est la propriété margin. Voilà. Margin permet de rajouter des marges en dehors du bloc sur lequel on veut définir les marges. Donc, margin, c'est tout ce qui est les marges en dehors du bloc qu'on voit. C'est-à-dire toutes les marges qu'on va rajouter avec margin vont concerner tout ce qui est en dehors des différents blocs. Waouh. Michael, tu peux diminuer ton micro. Tu peux arrêter ton micro. Est-ce qu'il est là? Oh. OK. Donc, comme je disais, les margins rajoutent des marges en dehors du bloc. Donc, par exemple, on va décider, par exemple, que les marges à gauche de nos sections, soit par exemple de 20 pixels, les marges en haut de 20 pixels,
L'image en bas devient pixel, l'image à droite devient pixel. Pour cela, très simplement, on a des raccourcis. Pour faire plus simple, on fait par exemple margin top, 20 pixels, margin bottom, 20 pixels, margin right, 20 pixels, et margin left, 20 pixels. Parce qu'on actualise. Voilà. On a remarqué que les marges qui ont été mises sont en dehors du cadre, de notre cadre, c'est-à-dire là, 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 là. Ici, on voit toujours l'intérieur de nos blocs sont toujours, n'ont pas de marge, sont toujours, chacun est collé encore, on va dire, au bloc. Et c'est là que la deuxième propriété pour faire les marges intervient. Mais avant ça, on va raccourcir un peu notre code. Ici, on voit qu'on répète toujours margin top, margin bottom, margin right, margin left. Et avec la même valeur. Donc, pour faire plus simple, lorsqu'on a la même valeur sur toutes les autres propriétés, on met juste margin, ensuite 2 points, 20 pixels. Voilà. Et lorsque on va actualiser, on aura le même résultat. Voilà, on a le même résultat, j'actualise. Voilà. Mais il serait souvent aussi intéressant qu'on puisse avoir des marges à l'intérieur de nos différents blocs. Par exemple, ici, on remarque que l'expérience professionnelle est carrément collée au bloc ingénieur, etc., etc. Même notre image ici est carrément collée encore au bloc. Mais on souhaiterait, par exemple, qu'il y ait un peu d'espace, voilà, pour faire plus joli. Donc, du coup, notre deuxième propriété qui va intervenir, c'est la propriété padding. Donc, padding, qu'est-ce que padding fait? Lui, il rajoute des espaces, on va dire des marges à l'intérieur de notre bloc. Lui, il ne définit pas les marges à l'extérieur, mais les marges à l'intérieur. Donc, pareil pour margin, on a padding top, on lui donne une valeur. Padding bottom, on lui donne une valeur aussi. Padding right, ainsi de suite. Padding left, on lui donne une valeur. Voilà. Et si tu le remarques bien, les valeurs sont toujours pareilles, soit en pourcentage, soit aussi en pixels. Ça dépend de toi. Donc ici, nous, on va lui donner un padding de 20 raccourci, 20 que ce soit en haut, en bas, à gauche, ou à droite. Voilà, ici, on actualise. On voit que, voilà, là, ça fait plus joli. On a des blocs avec de jolies images, tout s'aligne parfaitement. Voilà, voilà, et voilà. On va essayer de faire pareil pour loisir aussi, qui est notre footer. Et là, pour faire plus simplement, on a juste qu'à lui rajouter la classe section. Voilà. Si on lui rajoute la classe section, qu'on actualise, on voit que automatiquement le style des autres sections. Simplement. Donc, pour résumer cette petite partie-là, margin, c'est pour ajouter des bordures en dehors des différents blocs ou bien en dehors de notre élément. Padding, c'est de rajouter des bordures à l'intérieur de notre élément ou de notre balise, si tu veux. Donc, avant j'aimerais souligner un petit truc aussi qui c'est quand même important, que peut-être vous avez découvert dans vos différentes recherches. C'est que les classes, on peut définir plusieurs classes à la suite. Par exemple, là, on a utilisé section. Footer n'est pas forcément une section, mais on a besoin d'appliquer le style de section sur footer. Du coup, on peut utiliser la classe section ici, mais footer peut avoir ses propres
son propre CSS. Donc, si on veut rajouter, par exemple, un surplus de CSS, par exemple, à notre balise footer, on peut, par exemple, lui rajouter une classe footer et venir le définir directement ici. Voilà. On peut décider, par exemple, on peut définir, par exemple, que on avait fait les sélections en profondeur la dernière fois. Je ne suis pas revenu dedans dans le rappel. Je suppose que tu as vu dans la vidéo. On va, par exemple, sélectionner le H1 qui est à l'intérieur de la classe footer et lui donner une couleur, par exemple. Donc, ça peut faire plus simple. C'est-à-dire, on a d'abord sélectionné la classe footer. Ensuite, on sélectionne le H1 qui est à l'intérieur. Voilà. Et on va lui donner une autre couleur différente des autres. On va mettre la couleur en orange. Donc, orange en anglais, c'est orange. Et bien, pour faire plus simplement, on va chercher une couleur sur Internet. On va utiliser d'autres choses. Il y a ce petit outil-là, flatcolor.com. Vous pouvez partir dessus pour voir le couleur. On va lui mettre du violet, du stéréa. Là, je copie le code couleur. Ensuite, je le colle ici. C'est du dièse 8E 44 AD. Ici, j'actualise. On voit que la couleur est différente des autres couleurs, des autres sections, des autres H1 de section. Voilà, c'est ce que j'aurais voulu ajouter aussi. Donc, en gros, on a vu un peu le positionnement CSS, comment positionner l'équipement par rapport à notre flux, à notre fenêtre. On a vu le positionnement statique, relatif, absolute et fixe. On a vu aussi les margin et padding, comment mettre des marges à gauche, comment mettre des marges à droite. On va, pour terminer cette formation, parler aussi d'un élément aussi très important en CSS, c'est les media queries. Alors, qu'est-ce que c'est que les media queries? Les media queries en CSS, c'est des conditions, si tu veux. C'est des éléments qui nous permettent de mettre des conditions d'affichage en fonction de notre fenêtre. Donc, je parlais des media queries. Les media queries, si on veut, c'est des propriétés CSS qui vont nous permettre de rajouter des conditions pour ajouter du style, en fait, en fonction de l'affichage de notre écran. Donc, quand je parle de l'affichage de notre écran, par exemple, ici, on est sur un grand écran. Il y a des écrans qui sont un peu plus petits, des écrans moyens, il y a des écrans qui sont comme les écrans de téléphone, très petits. Donc, en fonction de la taille de notre écran, on va, par exemple, faire un affichage particulier. Par exemple, là, je vais essayer d'afficher notre écran comme, voilà, comme un téléphone. Donc, sur un téléphone, c'est comme ça que notre CSS va apparaître, en fait. Voilà. Mais par exemple, on voit que si l'écran a cette taille, on voudrait que, par exemple, que l'image, là, soit, par exemple, un padding d'une certaine valeur. Donc, on va essayer de faire ça tout de suite. On va essayer de définir déjà un premier media queries. Donc, on a déjà @media pour dire qu'on va définir media queries. Only pour dire seulement sur un écran, puisqu'on va travailler sur des écrans. Donc, sur un écran. Et ici, on va dire par exemple max width, ça veut dire la largeur maximale de l'écran. Donc, si la largeur maximale de l'écran est à 800 pixels, à l'intérieur de nos accolades, on va mettre encore, comme d'habitude, des propriétés et une valeur. Aussi simple que cela. Et ces propriétés, ces valeurs-là sont les mêmes qu'on définit lorsqu'on définit, par exemple, les balises ici, c'est les mêmes propriétés. Donc,
on va encore faire une sélection d'une balise sur laquelle on veut appliquer le style. Quand l'écran a cette taille, et définir aussi les différents styles qu'on veut sur l'élément en question. Donc là, on va par exemple redéfinir notre image en fonction d'une certaine taille. Donc là, on va récupérer la taille ici, la largeur c'est 375. Donc on va lui dire lorsque la taille maximale de l'écran est à 375. Hop là. Alors notre image, donc c'est la balise IMG. On va par exemple avoir un padding, bon pas un padding, un margin left. Donc on va le dépasser par rapport à la gauche. Par exemple 150 pixels. Donc là, si j'actualise, qu'est-ce qui se passe? Donc, on revient, comme je disais, pour définir un media queries, donc on ajoute @media, only. Bon, only c'est pour, si on veut sélectionner uniquement que des screens, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres propriétés en dehors du screen. Par exemple, ça peut être un imprimé. Donc là, on va dire c'est print, par exemple. Voilà, mais là, nous, comme on est sur l'écran, on va garder screen. Ensuite, on peut définir la taille maximale. C'est-à-dire lorsqu'il atteint cette taille maximale, on avait mis 375, c'était ça, la taille qu'on voulait. 375. Et on peut définir aussi la taille minimum. Donc, rajouter aussi int. Donc, on a déjà cette première taille-là. C'est la taille minimum qu'on veut. Bon, ici, on va mettre par exemple 380. Puis ici, on va mettre 375 pixels. On veut que tu bouges notre image d'une image de 150, une image extérieure à l'image de 150. Et on va tester. Oups. Qu'est-ce qu'il a encore à râler? Je vais définir la taille minimum d'abord. Voilà. Donc là, on voit que l'image est déplacée de 150 pixels par rapport à la gauche. Parce qu'on lui a dit la taille qu'on veut en minimum, c'est 375. Si on va sur une taille un peu plus grande, soit par exemple un iPad. Voilà. Donc, ici, si on a une taille de 768, donc on va pouvoir définir, on peut rajouter plusieurs media queries comme ça pour définir en fonction de la taille, le positionnement qu'on veut. Par exemple, si c'est une grande taille, on peut se passer même limite du only, on peut directement dire on veut du screen, and toujours 8, la taille minimum c'est de 768. Toujours la balise IMG. On veut que tu mettes l'image left à 0. Lorsqu'on va actualiser, on voit qu'elle reprend sa position initiale. L'image prend sa position initiale. Donc, en gros, les media queries sont utilisés pour les sites responsifs, pour gérer le responsive d'un site. Donc, lorsqu'on aura un site responsive, comme n'importe quel site que tu veux, Apple, Facebook, au fur et à mesure que l'écran va s'agrandir ou diminuer, il y aura un style particulier qui va s'appliquer à différents éléments du site. Et le style là peut prendre n'importe quelle forme. Ici, par exemple, on a joué sur les mages, on pourrait même jouer sur les couleurs. On va dire, par exemple, si on est sur le truc, on peut remplacer la couleur des bordures par du solide
le pixel et on le met en bleu au lieu du rouge, par exemple. Donc, du coup, si j'actualise mon image et que je reviens sur mon iPhone X, on voit que c'est passé directement en bleu. Voilà. Donc, en fonction du positionnement de l'image ou bien du type d'écran sur lequel on sera, on définira plusieurs media queries comme ça pour pouvoir avoir l'affichage ou bien le style qu'on veut. Voilà. Donc, en gros, c'est tout pour moi ce soir. C'est ce que j'avais à vous présenter. Vous parler un peu des différents types de positionnement en CSS, des media queries et aussi des mages. Les mages sont de deux types. Il y a des mages extérieurs et des mages à l'intérieur. Voilà. Les mages extérieurs, c'est margin, les mages à l'intérieur, padding. Et on peut donner différentes valeurs en fonction de la position de la mage, qu'elle soit en top, en bottom, en left ou en right. Voilà. Donc, pour terminer, si jamais vous avez des questions, il faut toujours faire des recherches. Et si vous avez des questions dans vos recherches que vous avez eu à faire, il faut toujours rebondir sur le Discord. Donc, merci à tous. Voilà. C'est ce que j'avais à présenter.